Je pense que ça pourrait être cool, vu que vous cherchez des sujets, de faire un jour un sujet justement sur les chiens, chiens guides et handi-chiens, parce qu'en final, les gens me posent toujours à peu près les mêmes questions et ils aimeraient en savoir davantage. Donc pourquoi pas faire un podcast un jour avec... Et ça recommence. T'as voulu faire l'école vétérinaire, t'as voulu faire ton droit, puis après t'as voulu faire les beaux-arts. Je vous ai dépanné, mais je ne suis pas vétérinaire, essayez de comprendre ça, monsieur Guillain. C'est mon collègue Gilbert Michaud, inspection vétérinaire. Chantez. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e épisode de La Vie qu'on mène, le podcast de Niris. Donc aujourd'hui, je vais encore le répéter, même si on le dit à chaque fois, mais c'est un épisode assez spécial parce que déjà on a un thème qui nous tient vraiment à cœur et on n'a pas de chroniqueur aujourd'hui autour de la table. Donc on est là un peu pour parler, donc on a un épisode qui est entièrement consacré aux chiens d'assistance. Donc pour voir un peu, parce qu'on les voit tous les jours à l'école, donc ça peut être important, enfin on voit tous ces petits chiots qui arrivent tous en même temps, trop mignons, mais bon c'est pas vraiment... Il y a plein de questions à lesquelles on n'a pas encore répondu. Donc notre but c'est de découvrir, d'en apprendre plus sur les assos et de voir et aussi de discuter du coup avec ces personnes qui bénéficient de ces chiens d'assistance. Ouais, exactement, Kylian, comme tu l'as dit, c'est un épisode qui nous tient beaucoup à cœur, ça fait longtemps qu'on y pense. Et du coup, pour ça, aujourd'hui, on a pas mal d'invités autour de la table, des gens différents et des gens qui vont nous aider à comprendre qui sont ces chiens d'assistance, à quoi ils servent et comment un chien devient un chien d'assistance. Donc on va commencer déjà avec Sophie, que vous connaissez bien puisqu'elle fait partie de l'équipe du podcast, mais qui aujourd'hui prend une autre casquette, celle de famille d'accueil. C'est ça, salut tout le monde, donc moi je suis en VET 5 et pendant 1 an et demi j'ai accueilli Papote, une petite handi-chien qui est maintenant remise à un bénéficiaire. Voilà. On a aussi Maxence. Voilà, donc moi je suis dans la même promo que Sophie. J'ai été la famille d'accueil de Praga, donc, qui est partie en éducation il y a 1 an maintenant, à quelques jours près, ça va faire 1 an. Donc en formation chien guide, elle a fini, là elle a été réformée du circuit, mais elle est encore dans le circuit pour faire chien de médiation dans les EHPAD. Et je fais aussi un petit peu de relais aussi pour les familles qui ont besoin de placer leur chien guide pendant 1 semaine, un week-end quand ils partent en vacances, donc j'ai souvent plusieurs chiens différents sur l'année. Voilà. On a aussi Alice qui est là. Bonjour à tous, je suis aussi dans la promo de Sophie et Maxence. J'ai été la famille d'accueil de Paz, une handi-chien qui a été réformée et qu'aujourd'hui j'ai adopté, donc je suis sa famille pour la vie. Et pour finir les élèves, c'est Lénie. Bonjour, moi je suis en VET 4 et je suis l'actuelle famille d'accueil de Rivers, qui est un chien guide qui part dans 1 mois à l'école. Voilà. Et en plus de ça, on a 2 bénéficiaires qui sont gentiment venus, donc déjà merci beaucoup à vous, c'est super important pour nous que vous soyez là. Donc Marie, bénéficiaire de Gaza. Donc, bonjour, donc je suis bénéficiaire de Gaza depuis 2013. C'est mon 2e chien et j'attends la 3e pour la fin de l'année. C'est ça. Et Christine. Alors moi, bonjour, je suis Christine Gann, je suis aveugle, je suis bénéficiaire de Eclipse qui a 12 ans et pareil, qui va partir à la retraite, enfin qui est même, je dirais, à la retraite. Et je vais avoir le prochain chien en mois de novembre ou décembre. Voilà, super, on parlera de tout ça. Et en plus de ça, Michel, donc le compagnon de Christine, qui fait Marie, c'est ça, qui nous accompagne aujourd'hui. Pour commencer l'épisode, je propose de faire une petite mise en contexte. Qui veut se proposer pour expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un chien d'assistance, les différents types de chiens, ouais, dis-moi. Alors, donc un chien d'assistance, c'est une personne... C'est pas une personne, mais presque parfois. On reprend. Donc un chien d'assistance, c'est un chien qui va venir en aide à une personne en situation de handicap. Donc ça peut être un handicap visuel. Donc là, on parle de chien guide. C'est l'association Chien Guide qui s'en occupe. Mais ça peut aussi être d'autres formes de handicap, notamment moteur, ou par exemple des enfants autistes ou trisomiques qui peuvent pouvoir bénéficier d'un chien. Donc là, on parle de chiens d'assistance et de chiens d'éveil. C'est géré par l'association Handi-Chien. Et au niveau de l'association Handi-Chien, il y a aussi pas mal d'autres types de chiens d'assistance qui sont en train d'être développés. Donc notamment les chiens d'assistance pour les personnes atteintes d'épilepsie, les chiens d'assistance de réussite scolaire, donc dans les lycées difficiles, les chiens d'assistance juridique, tu me dis si j'en oublie un. L'accompagnement social. L'accompagnement social, ouais, bien sûr, qui est un gros pôle de handi-chien, donc
dans les EHPAD ou dans les structures socio-médicales. Ouais. Tout ça, c'est quoi du coup? C'est une asso qui régit tous ces chiens-là ou alors Bah, du coup, il y a l'association Chien Guide. On en oublie un. Le chien détecteur de Covid dans les EHPAD, Ah oui. dans les maisons de retraite et EHPAD. Ils vont Oui. remettre des chiens qui sont capables de détecter le Covid. Covid, Pour le diabète aussi, il y avait, non? C'est pas Handichien, non. d'accord. Mais, C'est Handichien qui s'occupe de la détection Covid? Oui. Donc on a des chiens handichiens qui sont formés à Alfort, à la détection du Covid et qui vont être mis en EHPAD du coup. Et du coup voilà, et donc c'est les 2 grosses associations en France, donc Chien Guide. Ici c'est le pôle Chien Guide de l'Ouest, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, c'est subdivisé. Il y a une association pour chaque grand quart de la France. Avec il y a 2 associations, je crois, qui font Paris, mais en gros, c'est Ouest, Est, Nord, Sud, etc. Voilà. Mais sur chaque région, c'est qu'une seule, il y a qu'une seule asso qui chapeaute tout ça. Voilà. Pour les handichiens, je crois. Et au niveau de handichiens, donc c'est pareil, il y a une association mère et puis il y a des pôles. Il y a 4 centres. Il y a Blois, enfin le centre de Vinay qui est situé à Blois, Lyon à Marcy-l'Étoile, Alençon qui est là où était la fondatrice, le lycée agricole, et une unité de travail chez le président Robert Kohler à Cunheim pour une unité de chiens d'accompagnement social. Ok, d'accord. Qui est dans sa maison de retraite en fait. Et pour les chiens guides de l'Ouest, il y a donc vraiment dans l'Ouest là, il y a 2 centres. Il y a un centre à Angers et un centre à Pont-Scorff, à côté de Lorient. Donc c'est là qu'ils vont former les chiens une fois qu'ils sont rentrés en éducation. Donc après, ils passent après nous. Et c'est aussi là que sont basés les éducateurs. Donc c'est pour ça que la plupart des chiens en éducation, en famille d'accueil, ils sont autour de Angers ou autour de Pont-Scorff. C'est assez rare d'en voir ailleurs. Souvent Nantes, ça le fait parce qu'on n'est pas très loin d'Angers. Les éducateurs peuvent se déplacer, mais ils sont quand même basés à Angers à la base. Vous, Christine, c'est quel centre du coup Alors nous, c'est l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Alors nous, c'est chiens guides d'aveugles de Loire-Atlantique, c'est-à-dire que nous dépendons d'Angers, mais notre but, c'est de faire de l'information et de la recherche de finances sur la Loire-Atlantique. Mais on travaille pour Angers. On dépend d'Angers. Donc vous êtes affilié à l'association, vous faites du travail un peu pour eux? On travaille pour Angers, oui, pour l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Ok. La maison mère, c'est Angers. Oui, la maison mère, c'est Angers. Pour tout le grand. Même pour Pont-Scorff, c'est une filiale d'Angers. Disons que ça dépend de ces éducateurs bien précis sur Pont-Scorff, mais ils dépendent de l'école des chiens guides d'Angers. Donc vous êtes investi en plus dans l'asso en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. Et donc vous faites quoi alors Alors nous, on fait des informations auprès des entreprises qui nous le demandent, auprès du milieu scolaire. Et puis on travaille aussi avec les clubs services, les Lions Club de la région, les Rotary qui font des actions et aident au financement des chiens guides, je dirais remis dans la Loire-Atlantique, mais on travaille avec Angers, donc on remet l'argent à Angers. D'accord, ok. Ça nous permet d'enchaîner du coup sur l'autre point de présentation qu'on voulait, c'était les personnes qui sont impliquées dans les associations, justement, parce que comme on voit, il y a plein de gens qui gèrent ça. Donc en premier lieu, il y a les familles d'accueil. Ouais. Parce qu'ils éduquent bénévolement le chien pendant 16 mois, c'est ça? Oui, on dit chien. Oui. Et donc du coup, il y a aussi après les éducateurs qui continuent la formation pendant 6 mois au centre, qui vont définir si le chien va faire à tel ou tel profil. Parce que dans les chiens, on a plusieurs profils de chiens. Et après, il y a tout ce qui est mécène pour parrainer les chiens, parce que ça coûte 16 000 € à la fin de l'éducation du chien. Donc il faut des sous, et en chien, on n'a pas de subvention, très peu de subventions publiques. Ah, c'est ça, c'est ce que j'avais demandé. C'est. Ça dépend. Non, oui, c'est privé, tout à fait. Ouais, c'est des dons, ouais. Ouais. Et des legs. C'est 99% de dons. D'où l'importance d'en parler et de sensibiliser les gens. Ouais, ça je savais pas, je pensais que c'était en lien avec comme un service. Et les chiens sont remis gratuitement aux bénéficiaires. Voilà, tout à fait. Ok, d'accord. Et en tant que famille d'accueil, les croquettes, les soins vétérinaires, l'éducation, tout est gratuit pour nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc c'est vraiment l'association qui paye tout de A à Z. Ok, d'accord. Et donc du coup, alors comment vous avez connu l'association exactement Enfin, toi Sophie, t'as connu comment ça, ça Du coup, moi en fait, j'étais au collège avec une fille qui était en situation de handicap moteur.
et du coup qui a pu bénéficier d'un handi-chien. Donc j'habitais à La Réunion à cette époque. Et elle est venue jusqu'en métropole et au centre de Bretagne pour récupérer un chien qu'elle a ensuite ramené à La Réunion, qui était le premier chien d'assistance là-bas. Et du coup, c'est par ça que j'ai moi été sensibilisée à cette association. Et puis, en arrivant à l'école, je savais déjà avant qu'il y avait des partenariats avec Handi Chien et Chien Guide. Et c'était un de mes objectifs de faire famille d'accueil et de pouvoir aider l'association en donnant 16 mois de bénévolat. Ok. Et donc, tu voulais faire vraiment Handi Chien, quoi. Enfin, ouais, c'était Handi Chien pour moi. C'est ça que t'avais vu. C'est ça. C'était par rapport à mon ami, du coup. Ok. Et du coup, par rapport à ce que t'avais pu t'imaginer, ton expérience. Génial. Du positif. Oui, bien sûr, c'est que du positif. C'est super. Et puis, le retour sur investissement est quand même génial quand après le chien est avec un bénéficiaire. Et... Tu le suis encore, ton chien? Ouais, tout à fait, ouais. Du coup, Papote maintenant est avec un enfant autiste qui était non-verbal. Et maintenant, il est verbal. Donc, il s'est mis à parler grâce à Papote. Donc, c'est incroyable. C'est un petit garçon de 13 ans, pareil, qui faisait pas forcément ses nuits avant. Et donc, maintenant, Papote dort avec tous les soirs. Donc, c'est super. Elle l'accompagne dans la vie de tous les jours. Et pour citer son père, Papote, c'est leur miracle. C'était son premier chien? C'était son premier chien, ouais. Comment ils ont eu l'idée, du coup, les parents de... En fait, je pense que dans ces milieux-là, les gens, ils se connaissent tous entre parents d'enfants atteints d'autisme, etc. Et les gens parlent beaucoup du fait que ça peut aider. Donc, je pense qu'ils ont dû en entendre parler via un des réseaux, un de ces réseaux-là, quoi. Et après, contacter Handi Chien pour voir si l'enfant est éligible et attendre que le dossier remonte en haut de la pile, quoi. Parce qu'ils prennent le temps de voir si les chiens sont compatibles avec le bénéficiaire, etc. Donc c'est un processus qui est assez long. Je ne sais pas combien de temps ça a pris pour vous, mais je me semble que c'est autour de 1 an et demi d'attente. En renouvellement, moi j'en suis à quasiment 2. Moi aussi. Ça fera 2 en février. Un renouvellement en plus. Qui prennent vraiment le temps de bien s'assurer qu'il y a le couple bénéficiaire-chien. Mais là, avec le Covid, ça a pris beaucoup de retard. Parce que les chiens, ils n'ont pas pu être bien entraînés en extérieur avec les confinements, c'est compliqué. Ouais. Quoi. Nous, on l'a vécu. On l'a vécu côté famille d'accueil, le Covid. Donc, Justement, pendant qu'on en parle, je me demandais, par exemple, pour avoir Handi Chien, je suppose qu'il y a des démarches à faire. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près donc, les démarches qu'il faut faire, le temps d'attente, quelles sont les conditions pour être bénéficiaire d'un Handi Chien ou d'un chien guide, du coup? Donc, pour un Handi Chien, il faut contacter un centre ou le siège de Paris qui nous envoie un dossier. Donc, la première étape, c'est de remplir le dossier. Après, ils viennent nous voir, je crois. Et après, on a une commission d'attribution qui dit si oui ou non, notre dossier est recevable. D'accord. Et c'est sur quels critères, vous savez? Je ne sais pas trop vous dire. Après, il y a beaucoup la motivation qui joue. Hein. Oui. Si le bénéficiaire ne montre pas plus de motivation, c'est des chiens qui sont exceptionnels. Donc si on n'est pas plus motivé ça, et ça vaut très cher, donc il y a d'autres gens qui en ont besoin, et ils passent au suivant, quoi. Et du coup, pour chien guide, c'est le même processus? Alors, chien guide, c'est pareil. Oui, il faut faire une demande auprès d'une école de chien guide. Alors évidemment, on va d'abord choisir celle qui est la plus proche de chez nous, parce que c'est plus pratique. Mais c'est pas forcément celle-là qui nous donnera le chien, suivant les chiens qu'ils ont de disponibles, puisqu'on va donner le chien, donner entre guillemets, remettre un chien guide à une personne en sachant qu'on va étudier son dossier et rencontrer cette personne pour savoir lequel chien lui convient le mieux. Si c'est une personne qui bouge beaucoup, c'est une personne qui est dynamique, si elle a beaucoup d'activités, si elle a besoin juste d'aller chercher son pain ou son journal le matin, voilà. Mais nous, les chiens, c'est pareil, on va calculer, savoir si la personne est apte à recevoir un chien guide, c'est-à-dire si elle sait se débrouiller dans son quartier ou dans les rues autour de chez elle. Parce que si c'est une personne qui a besoin de cours de locomotion, par exemple, parce qu'elle n'arrive pas à se débrouiller toute seule, parce que moi j'ai des personnes, je suis présidente de l'association départementale, et j'ai des fois des personnes qui m'appellent, qui me disent
j'ai 85 ans, j'ai perdu la vue, je voudrais un chien guide. Alors je lui demande, est-ce que vous savez vous débrouiller avec une canne blanche par exemple, ou au moins vous déplacer dans votre quartier? Oh ben non, parce que moi je viens de perdre la vue, je sais pas. J'ai jamais bougé de chez moi comme ça. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire oui pour un chien guide, parce que le chien guide, c'est un chien qui va aider la personne à se déplacer dans la ville ou dans la campagne ou dans le quartier où elle habite. Mais c'est pas le chien qui va prendre des décisions. C'est-à-dire, moi, je sors pas de chez vous ici, puis je lui dis pas, tu viens, on va à la boulangerie. D'autant plus que je sais même pas s'il y en a une et je sais même pas où. Alors que le chien, il va pas savoir non plus. Donc, il faut que je sache lui dire à gauche, à droite, tout droit, les lignes pour les passages piétons. Je sache traverser et maîtriser ma traversée, c'est-à-dire écouter la circulation, savoir si c'est un feu, si c'est un rond-point, si c'est une rue toute simple. Il faut que je sois capable de juger ça. Donc c'est surtout pour les trajets du quotidien que vous faites souvent, etc. Tout à fait. Parce que typiquement, c'est une idée reçue que j'ai pas mal vu passer. Mais le chien devant un feu rouge, c'est pas lui qui vous dit quand vous pouvez y aller, on est d'accord? Absolument pas. Je croyais que c'était... Non, c'est moi qui vais lui dire stop, enfin tu donnes des lignes, ça veut dire bon tu t'arrêtes au passage piéton, il s'assoit sur le bord du trottoir, ou il reste debout s'il veut, mais en fait de toute façon en aucun cas il ne traverse si je lui dis pas. Okay. Alors c'est à moi d'écouter, alors sachant qu'il y a maintenant des problèmes en plus, c'est-à-dire que vous avez les véhicules, les voitures, tout ça, mais vous avez aussi les véhicules électriques par exemple que l'on n'entend pas. Oui. Alors il faut être très prudent et bien écouter pour savoir si oui ou non on peut traverser. Vous avez les vélos aussi, parce que vous avez des personnes à vélo qui vont vous passer devant le nez. Moi je les vois pas, hein, ça je peux vous dire. Hein. Et il faut que le chien sache que si je lui dis on y va tout droit et qu'il y a un vélo qui arrive, il s'arrête pour me dire attention, t'as pas vu ça toi, mais moi si. Ça fait combien de temps que vous avez du coup un chien en fait Alors moi mon premier chien guide j'ai eu en 94. Okay. J'avais 36 ans pour tout vous dire. Okay. Et au début ça doit pas être si évident que ça de s'habituer. Le premier chien que j'ai eu, je peux vous dire, j'ai marché sur des œufs, c'est le cas de le dire, parce que j'avais peur, j'étais pas sûre. On m'avait dit mais si tu verras, le chien il sait. Je dis oui mais moi je sais pas, j'étais pas sûre du tout de ce que mon chien allait faire. Alors que bon les éducateurs qui m'avaient pris en main me disaient mais si, et puis ça s'est passé à merveille, je dirais. Et j'irais vraiment à merveille, et c'était du tout, vraiment ça a changé du tout au tout du jour où j'ai eu un chien guide. Ma canne blanche ne me faisait pas ce que mon chien me faisait, ça c'est sûr. Si bien que même ma fille, qui à l'époque avait 12 ans, m'a dit maman, j'aimais mieux quand t'avais pas de chien, parce qu'au moins quand je rentrais à la maison après l'école, tu étais là. C'est des effets secondaires un peu à calculer, bien mobile. J'ai repensé à un truc pour les conditions d'explosion. Il faut la carte CMI, c'est la carte de mobilité, la nouvelle pour les personnes en inclusion. C'est une carte handicapée qui est remise par la MDPH. Ok, d'accord. Je crois qu'il faut un certain taux de handicap pour prétendre avoir un chien d'assistance. Et après, je crois qu'il y a aussi des critères par rapport à, en gros, si le bénéficiaire peut subvenir aux besoins du chien. Oui. Parce que ça reste un chien et du coup, il faut quand même pouvoir l'emmener en détente. Tout ça, tout à fait, ça c'est impératif pour nous aussi. Il faut d'abord savoir si on peut s'occuper du chien. Si on sait lui donner à manger, c'est pas le plus dur. Rassurez-vous, surtout avec un labrador. Mais le brosser, s'en occuper, le détendre, tout ça c'est impératif. On doit même avoir à côté de chez nous, et ça il faut qu'on le montre avec l'éducateur, un endroit où on peut les détendre en toute sécurité. C'est-à-dire pas trop près de la route, qu'il n'y ait pas de danger pour le chien, où on peut les lâcher et que le chien ait un bon rappel. Alors pour le rappel, il nous conseille, et ça c'est vrai pour les labradors, d'avoir quelques petites croquettes sur nous pour quand on le rappelle, on lui donne une petite croquette, et on lui dit c'est bien, et on le relâche pour lui montrer que la croquette c'est pas que pour le rappel du travail, mais c'est aussi pour le rappel de la détente.
Marie, vous pouvez nous raconter un peu le changement avant, après, quand vous avez récupéré votre premier chien? Alors, je vais plutôt parler du deuxième. Ou le deuxième, comme vous voulez. Ouais, avec Gaza. Bah, ça a changé ma vie. Et, moi, je bougeais pas. J'aimais bien bouger, mais j'avais pas envie de le faire seul en fait. Et du coup, quand j'ai eu Gaza, 2 mois après, je suis partie en Belgique. Je suis allée voir un Mika en concert en Belgique. Donc, Gaza, au départ, elle n'était pas avec moi dans les concerts. Parce que je connaissais pas mon chien, je voulais pas brusquer. Donc, elle était à l'hôtel pendant que j'étais en concert et je l'ai récupérée le soir. Et puis après, petit à petit, on a fait des festivals. Je lui ai acheté un casque anti-bruit pour qu'elle puisse m'accompagner. Et du coup, elle fait tous les concerts de Mika. Et je voyage énormément. On est allé à Londres plusieurs fois. Enfin, moi, ça m'a changé ma vie, quoi. Dans l'autonomie, en fait, je pense que j'avais pas trop confiance en moi. Et du coup, avec Gaza, en fait, je pars jamais seule. Je pars avec elle, en fait. Et du coup, j'ai plus de problème. Enfin, je vais en Angleterre, je sais pas parler anglais, c'est pas grave. On verra sur place. Est-ce que vous avez un chien avec traducteur aussi? Ah bah, avec les Anglais, ils s'entendaient hyper bien. Les chiens anglais, ils parlent bien anglais. Hein. Et non, mais ça change des vies en fait. Ça a vraiment un gain d'autonomie. Et puis, il n'y a pas que ça. Enfin, l'aide technique que ça apporte. Moi, elle m'enlève mes vêtements. Elle peut enlever les chaussettes, les pantalons. Enfin, c'est un gain d'autonomie. Ouais. Elle fait un porte à la maison. Et j'étais en appart, elle m'ouvrait tous les matins la porte, la vitre de la chambre, c'était un coulissant. Je pouvais pas accéder de l'autre côté du lit en fauteuil. Du coup, c'est elle qui allait en fait. Et voilà, avec. Moi, je disais l'ordre, je disais oui, non, c'est pas ça que je veux ou c'est ça. Et du coup, elle comprenait. Comme c'est très gourmand, ça. Avec une coquette, tout passe. Je trouve ça je trouve ça génial d'avoir les deux côtés. Vous, puis nous, on les voit à l'école, quoi. Mais c'est incroyable le travail que vous faites et là, on voit vraiment à quoi ça sert. Et quand vous dites que ça a changé vos vies, je trouve ça tellement fort, quoi. C'est vraiment super. Je sais pas si vous, mais moi, depuis qu'elle vit, c'est plus compliqué, quoi. Parce que je sors moins, parce qu'elle vient plus, donc j'ai pas forcément envie de sortir. Et du coup, là, comme je disais à l'éducatrice, là, en décembre, j'ai récupéré une vie, quoi. Parce que depuis 1 an et demi, elle a l'arthrose, donc elle peut moins m'accompagner, et puis j'ai pas envie de la fatiguer, donc du coup. C'est ça, c'est qu'ils vieillissent trop vite. Ouais, c'est ça. Un Eclipse, c'est vrai. Et du coup, pour changer un peu de thème, mais c'est plus pour revenir sur l'éducation donc, parce qu'en fait, on a les 2 filières ici, on a Handi Chien et Chien Guide. Donc en fait, on voulait savoir à peu près les différences qu'il y a entre les 2 associations au niveau de l'éducation, du rôle de la famille d'accueil, la durée, etc. Pour faire une petite comparaison, parce qu'on sait qu'à l'école, beaucoup de gens confondent les deux, ou en tout cas, c'est un chien guide, enfin voilà. C'est marrant parce que nous, ça nous paraît évident la différence, mais quand on croise des gens, il est minot ton Handi Chien, non, c'est pas un Handi Chien. Donc c'est le moment de tout. On s'aime bien, il n'y a pas de mauvais, voilà, mais sur le principe, quoi. C'est 2 métiers différents. Donc, bon, ça reste assez proche, c'est quand même des chiens, déjà, quand on les voit, il faut éviter de les caresser, si possible, même de les regarder si c'est possible, parce que certains chiens sont très sensibles à ça. Donc ça, c'est vrai pour les deux filières. Après, les chiens guides, je vais faire vite fait les différences plus générales et ensuite je vais vous aider à les distinguer dans l'école. Donc les chiens guides, on les garde que 1 an, contre 16-18 mois pour les Handi Chiens. Les chiens guides, ils vont être en laisse tout le temps, tandis que les Handi Chiens, ils passent, je sais pas, leurs 2 premiers mois de vie, 2 premiers mois avec vous. Ils sont libres quasi tout le temps, quoi. Donc déjà, si vous voyez un chien en laisse tout petit, c'est probablement un chien guide. En plus de ça, ils ont une petite laisse en cuir que vous verrez aussi sûrement. Après, au-delà de ça, les capes sont un peu différentes. Elles sont bleues toutes les 2, mais celles qui ressemblent vraiment à des entonnoirs, c'est des capes de Handi Chien. Celles qui sont un peu plates et qui se posent sur le dos, c'est les capes de chien guide. Après, sinon, sur le rythme, c'est vrai que c'est assez proche parce que c'est des chiens qu'on emmène dans les 2 cas avec nous en cours. C'est des chiens qui font des détentes régulières, donc vous allez voir jouer indifféremment parce qu'ils peuvent jouer les uns avec les autres. Les Handi Chiens, les chiens guides, c'est pas gênant. Après, au niveau du travail qui est fait avec eux, les chiens guides, c'est plus un travail de stabilité générale dans les transports, en ville, etc. Alors que l'Handi Chien, vous passez plus de temps à leur apprendre des petits trucs spécifiques pour justement assister, comme c'est Marie. Voilà, nous on n'a pas beaucoup de commandes. Entre Handi Chien et Chien Guide, il y a un gros pilier qui est d'avoir des chiens qui sont bien dans leurs pattes. Ouais, donc ça c'est le plus important dans les 2 associations. C'est beaucoup de l'éducation de base du chien, quoi, et faire en sorte qu'il voit un maximum de situations pour ensuite, quand il est avec son bénéficiaire, ne pas être apeuré ou savoir comment réagir face à certaines situations.
Donc ça, c'est le gros point commun. C'est des chiens très à l'écoute aussi, qui font vraiment attention à ce qu'on leur dit. Oui, c'est le chien qui est centré sur nous, quoi. Donc ça, c'est le plus important. Le ton, parce que souvent, on me dit, mais il comprend pas tout. Je dis, mais il comprend le ton. Si je lui dis, oh non, c'est pas bien ce que tu fais, bah alors là, je peux vous dire qu'il s'en fout royalement. Faut être vraiment, c'est non. Puis là, c'est autre chose. Donc voilà, après, c'est vrai que du coup... Les deux sont basés sur l'éducation positive. Ouais. Donc là, je crois que j'ai jamais tapé mon chien. C'est pas pour vous. On a envie, mais ça sert à rien. Non, mais tu vois, il y a des gens qui sont assez surpris des fois de voir que tu fais tout positif avec le chien et qu'au lieu de punir les mauvais comportements, en fait, on récompense les bons comportements et puis on essaie d'être le plus neutre possible vis-à-vis des mauvais pour que le chien, pour qu'il se renforce dans les bons comportements et puis qu'il développe pas des mauvais. Mais ça se passe très très bien et de toute façon je crois qu'il y a personne qui a eu des problèmes avec cette méthode là de positif. Faut que le chien ait envie d'aider en fait. Oui. Voilà, c'est ça, on travaille beaucoup avec le chien. S'il est récompensé, il va essayer de le faire encore plus pour faire plaisir. On le voit avec le chien guide par exemple, lorsque je l'ai à la laisse, elle sait que c'est pour aller se balader. Si je mets son harnais, elle sait que c'est le travail. Ah oui. Et une fois que vous les avez, vous continuez des séances d'éducation ou ça s'arrête? Ah ouais, moi je fais je fais des entraînements à la maison. Mais non, c'est bien. De votre propre choix, quoi. C'est plus encadré par l'association. Non, de mon propre choix. Et puis j'apprends des nouvelles commandes à ma chienne. Ok. Pour m'aider. Là, avant qu'elle ait son arthrose, elle devait monter par ma place conducteur dans la voiture et aller à sa place qu'à l'opposé en bas en fait. Et du coup, c'était pour éviter que je fasse le tour. Mais là, elle peut plus parce qu'elle a l'arthrose, mais je lui ai appris à... J'avais essayé de lui apprendre de reconnaître un objet dans mon sac à dos, d'ouvrir et de fermer. Bon, on n'a pas été au bout parce que c'était trop compliqué. Un truc que j'avais été très contente, j'avais appris à mon chien à composter la carte de bus. Ah oui. Alors du coup, on avait vraiment bien réussi, sauf qu'elle n'est pas assez rapide. Elle a un problème de gazos, ils ont dit oh t'es belle, alors là tout est fini. Elle va voir la personne, elle dit ah mon câlin et puis c'est fini. Mais non, du coup c'était bien, hein, mais c'est trop rapide, l'arrêt ça n'arrête pas suffisamment longtemps les conducteurs. C'est notamment pour ça qu'on vous demande de ne pas caresser les handichiens et les chiens guides et de ne pas leur prêter trop d'attention par le regard et parce que c'est impératif pour le bénéficiaire d'avoir un chien qui est concentré sur elle. Même dans un environnement qui est un peu stimulant, qu'ils puissent bien se focaliser. Quoi. Ouais. Et en plus, surtout quand ils sont jeunes, c'est important qu'ils apprennent pas à réagir à toutes les petites bruits de bouche qu'on peut faire. Ouais. Déjà, les publics hors de l'école, parce qu'en général, les gens à l'école savent, mais les gens en public en général, ils peuvent pas s'empêcher de faire des petits Ouais. C'est insupportable. C'est insupportable. Passer la main par derrière. Voilà. Et si déjà à l'école, donc il en a une vie principale, enfin même en général, si dès tout petit ils apprennent à réagir à ça, après c'est super compliqué pour et les personnes, les personnes à l'extérieur comprennent pas. Non. Ils nous disent eux-mêmes c'est pas des robots, bah justement c'est pas des robots donc faut pas faire ça parce que le chien il est concentré. Hein. C'est logique. On m'a dit mais vous les rendez malheureux parce qu'il y a une personne qui faisait j'ai dit oui mais j'ai dit vous faites ça avec qui vous voulez mais pas avec mon chien parce que mon chien réagit, lui il se dit qu'est-ce que c'est que ça. Je dis, vous avez un poteau devant moi, vous faites ça, le chien, le poteau, il s'en fout, puis c'est moi qui vais me le prendre. Hein. Il faut pas se leurrer, le soir, le chien, c'est un chien de maison tout à fait normal et heureux. Et d'ailleurs, ils sont sûrement bien plus équilibrés que la grande majorité des chiens normaux, parce qu'on y fait très attention. Ils sont pas malheureux. Voilà. Je pense que leur métier, ça leur va bien, parce qu'ils sont toujours avec nous. Hein. Et pour la nourriture, nous c'est pareil, hein, du chien, on n'a pas le droit de leur donner des restes de table, c'est logique. Parce que nous, ils peuvent être amenés à récupérer à manger. Moi, Gaza, elle récupérait le jambon chez le boucher, elle me l'amenait. Donc évidemment, si je lui donne du jambon, elle va croire que je lui donne du jambon. Donc voilà, c'est important de... Elle fait bien la différence entre c'est pour elle et c'est pas pour elle. Parce que moi, je dirais pas pareil, parce que j'habite Rezé, pas loin du lycée Jean Perrin. Et quand je vais au tramway, je passe devant le lycée Jean Perrin. Et là, que ce soit le lycée Jean Perrin ou autre, de toute façon, peu importe, il y a beaucoup sur le parking devant, le trottoir devant, il y a beaucoup de déchets. Il y a souvent des papiers de pâtisserie, de boulangerie, des restes de sandwich qui sont par terre.
des mégots de cigarettes, des trognons de pommes, enfin je vous en passe des meilleurs. Et ben là, on passe, on prend, on voit si c'est bon, si c'est pas bon, on crache, sinon on mange. Alors je la gronde parce qu'évidemment, c'est... Mais n'empêche qu'il y a des fois, je peux gronder, mais c'est déjà avalé. Elle peut manger un trognon de pomme. Alors bon, si c'est qu'un trognon de pomme, je dirais c'est pas grave, mais c'est le fait qu'elle mange quelque chose comme ça sur le trottoir. Sans qu'on puisse le contrôler en plus, surtout Voilà. vous, c'est difficile Oui. de voir ce qu'elle a avalé, ça peut être un truc dangereux. C'est un danger de la mort au rat, enfin... Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça va vite, hein, parce qu'ils avalent comme ça. Des fois, elle mange, des fois, j'ai vu une fois, j'étais avec ma fille qui voit, et elle me dit, attention maman, ta chienne, elle vient de prendre une pomme, elle avait une pomme entière dans la gueule. Je dis, bon, j'ai fait cracher. Et du coup, j'avais aussi une question, donc c'est plus pour Andy Chien, du coup. Ça fonctionne aussi peut-être pour Chien Guide, je sais pas. Mais en gros, c'était... Parce que du coup, pour Andy Chien, il y a des handicaps qui sont très différents en fonction de chaque personne. Les éducateurs, je suppose que c'est les mêmes qui font toute l'éducation des chiens. Donc je voulais savoir si un Andy Chien, par exemple, qui est pour un handicapé moteur, ou pour, on a parlé de tout à l'heure d'enfants autistes ou d'enfants trisomiques, est-ce que l'éducation du chien est différente pour chaque personne ? Ou est-ce que c'est une éducation globale et après chaque personne essaye de lui apprendre un peu ce qui l'arrange le plus En famille d'accueil, c'est la même chose pour tous les chiens parce qu'on ne sait pas des tout petits qu'est-ce qu'ils vont être amenés à aider comme handicap. Et après au centre, ils sont avec des éducateurs spécifiques entre guillemets. Il y a un éducateur qui fait plutôt les chiens d'éveil, un autre qui fait plutôt les D'accord, chiens donc il y a quand même une éducation différente après une mais fois après, au centre. ils sont pas... En arrivant au centre, ils sont, selon leur caractère, ils sont prédisposés entre guillemets à une spécialité, mais ils peuvent changer en arrivant au centre s'ils se rendent compte qu'en final, ça colle pas avec la spécialité. C'est ce qui s'est passé pour mon environnement. C'était une chienne qui était prévue en accompagnement social et qui va être remis en chien d'assistance. D'accord, ok. Pour quelle raison exactement parce que l'éducatrice qui s'en occupe me connaît et a tout de suite pensé à mon profil en la voyant. Elle a fait bifurquer. C'est ce qui s'est passé pour Papote aussi, qui était dans la filière assistance. Et après, ils ont vu le dossier de Théo, qui correspondait très bien au profil de Papote, notamment parce qu'elle avait un problème qui était l'eau. Donc ça, c'est un problème dont Marie pourra parler plus tard, mais qui est très problématique. Et en fait, du coup, cette famille habite au bord de la mer et ça fait plaisir à Théo de voir Papote aller se baigner et ça ne les dérange pas du tout qu'elle se baigne. Et il avait besoin d'une chienne très câline, etc. Et c'est ce qu'est Papote. Et du coup, en voyant le profil de Théo, ils ont pensé au profil de Papote et donc ils l'ont basculé côté chien d'éveil alors qu'elle était en chien d'assistance pour finir sa formation au centre, quoi. Et du coup, ils lui ont appris aussi, comme ils savaient qu'elle allait pour Théo, ils lui ont appris le langage des signes. Et donc, toutes les commandes qu'elle avait apprises avec moi et qu'elle avait apprises au centre, ils les ont traduites en langage des signes et pour que Théo puisse communiquer avec elle au début. Parce que Théo, il est non-verbal, mais il parle en des signes. C'est ça, il est non-verbal, mais il peut faire des signes pour le chien, etc. Et donc, le but, c'est d'utiliser les signes au début et que le fait de communiquer avec le chien, ça donne envie d'utiliser la voix. Ce qui a marché du coup. Ce qui a marché, ouais. C'est Théo, donc maintenant il peut lui dire assis, etc. C'est très impressionnant. Ouais. Et donc c'est aussi une autre différence avec Chien Guide, c'est que nous on a plein de petites commandes à faire aussi pendant notre éducation, comme ouvrir des portes, apporter des objets, aboyer. Ouais. Distinguer aussi. Les chiens guides, c'est plutôt assez linéaire et assez cadre. C'est plutôt des chiens très cadrés. Comme c'est un truc assez spécifique et qui est vraiment un besoin assez spécifique, bah, ils ont une ligne conductrice. Ils savent s'arrêter sur commande pour ensuite les passages piétons. Oui. Ils savent aussi marcher devant, derrière, etc. Ça, nous, on ne fait pas, par exemple. Et après, je voulais revenir justement sur l'investissement que ça peut être. Je sais pas si Céline, tu peux nous expliquer un peu le nombre de... Enfin, dans ta vie, en fait, qu'est-ce que ça a changé du coup d'avoir en termes d'investissement. Ouais, c'est ça. Bah, déjà, je me souviens, tu étais venu au début de l'année et il était tout petit déjà. Donc, déjà, quand ils sont tout petits, on oublie certaines choses, des choses qu'on arrête de faire. Ouais. Parce qu'il faut passer la majorité du temps avec le chien. Donc, forcément, partir trop longtemps sans lui, c'est pas possible. Donc, au début, on va restreindre les soirées, on va éviter le sport sans lui. Il faut vraiment l'emmener au maximum. L'avantage, c'est que ça fatigue vite à cet âge-là. Oui, c'est vrai. Il sort 20 minutes, il dort 2 heures. Mais c'est beaucoup de sacrifices
Parce que vraiment notre vie tourne autour du chien, on fait tout selon le chien. C'est comme si on avait un enfant H24 avec nous, quoi. Après, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on ne les a qu'un an, quoi, ou un an et demi pour les handichiens. Moi, c'était quand j'ai pris le chien, je savais que je l'avais que pour un an, quoi, que je ne m'engageais pas pendant 14 ans à devoir gérer le chien, y penser tout le temps, gérer les sorties, m'assurer qu'il a été sorti avant que je parte en soirée, ou que j'allais faire d'autres trucs, hein. Même il y a des trucs, des fois, c'est pas forcément des soirées, tu peux partir loin, tu peux pas, tu vois, ou quand ils sont petits, en plus, nous, les chiens guides, on n'a pas le droit d'aller dans les endroits publics avant de les avoir fait avec l'éducateur. Voilà. Donc par exemple le tram, il l'a fait à 4 mois moi Praga, donc avant ça je pouvais pas prendre le tram, je pouvais pas faire mes courses avec elle, pareil, on les emmène pas au début parce qu'ils sont trop jeunes. C'est un peu contraignant au tout début quoi. Au tout début il faut vraiment faire attention où on va. Ah mince, à cet endroit là il y a un escalator, je peux pas prendre le chien ou alors je vais faire autrement. Après ils peuvent tout faire, donc on pense à les emmener. Mais il y a quand même des situations où il faut s'adapter, dire ah là il est pas sorti, je vais pas aller à tel endroit mais plutôt je vais sortir le chien. Bon, après, personnellement, j'ai jamais été trop non plus. J'ai jamais fait des trop gros sacrifices en me disant ah là là, je peux pas faire ça à cause de lui, vraiment, tu vois. Ça m'a jamais trop gêné que ça. Souvent, tu vois, si tu veux partir en soirée, tu peux entendre lui faire une grande détente avant. Faut que tu y penses, mais c'est pas tant de sacrifice. C'est plus un sacrifice de temps, faut y penser quoi, de charge mentale. C'est ça. Mais pas forcément sur ton planning. Mais une charge mentale aussi dans le sens où si on parle avec des amis, toujours avoir un œil sur le chien parce qu'il peut être en train de bouffer quelque chose à côté. S'il y a un chien qui passe, il faut arriver à l'anticiper. Il faut toujours avoir un œil à côté, même si on parle avec des gens. Ça, c'est des choses qui viennent assez vite au final. Oui, on bien ne sûr. pense plus forcément après. Ok. Et il y a combien de séances d'éducation par semaine ou mois? Moi, au début, c'était 1 à 2 fois par semaine. Maintenant qu'il est autonome, c'est 1 fois par mois minimum, je pense. Ah oui, d'accord. Là, l'été, j'ai vu l'éducateur 2 fois. Okay. Et puis ça dépend, si le chien il a besoin d'un truc en particulier, on peut contacter l'éducateur, il nous dit la semaine prochaine je suis libre jeudi après-midi, on se retrouve là et puis on fait une séance quoi. Ils sont assez flexibles, et moi j'ai jamais été contraint sur mon emploi du temps. Et on s'adapte très bien selon les problèmes du chien. Selon sa crise d'ado, on verra l'éducateur plus de fois que prévu. Okay. Ça c'est super sympa chez les chiens guides. Crise d'ado. Oui, on l'a vu. C'est vrai. Les chiens aussi, ils ont leur crise. Nous c'est un peu différent les cours anti-chiens. On commence déjà 1 mois avant l'arrivée des chiots avec des cours sans les chiots. Donc on discute de comportement canin de manière générale. On prépare l'arrivée des chiots, tout ce qu'on va devoir faire, tout ça. Ensuite le premier mois c'est 1 fois par semaine. Oui, même plus que le premier mois. Les 2 premiers mois. C'est pour handichien. C'est pour handichien, 1 fois par semaine. Alors que chien guide c'est sur le tas. Le jour où tu l'as, tu sais rien. Ils prennent 2 heures avec toi. Mais... Et ensuite ça s'espace toutes les 2 semaines jusqu'à la fin. Après, mais c'est des cours collectifs. Donc c'est plus contraignant. Enfin, a priori, en termes d'éducation. Enfin, en termes de... Non, ça se... Ouais, mais tu vois aussi, ça veut dire que ton organisation semaine par semaine, elle est jamais modifiée. Tu sais, comme tous les jeux d'après-midi, t'as chien guide. C'est vrai, Mais on dit chien, pardon, excuse-moi. Mais aussi des cours collectifs. Aussi des cours collectifs, c'est vraiment des cours personnalisés selon le problème du chien. Nous, on est suivi par le même éducateur toute l'année, et s'il y a besoin, on l'appelle, il nous donne tous les... Et d'une séance sur l'autre, on va travailler autre chose parce qu'il a vu que cette fois-là, il y avait un problème qu'il n'avait pas vu la fois dernière. Après, ça arrive que nous, des fois, sur l'année, j'avais dû faire 3-4 sorties quand il y a eu le Covid. Et en gros, tous les mois, 2 mois, on fait des sorties collectives en ville avec d'autres gens du groupe qui sont suivis par l'éducatrice. Mais tu vois, Céline, elle l'a pas fait parce que ça dépend de à l'époque notre du Covid, c'était pas possible. Quoi. Et nous, à l'inverse, on a des cours aussi individuels avec si on en ressent de manière plus anecdotique. Chez handichien, c'est principalement les délégués. Donc, ils sont formés par l'ASO. Il y a une responsable technique qui forme les délégués en fait. Pour être délégué, il faut avoir fait au minimum 2 chiens. Souvent un golden et un labrador pour avoir bien la différence. Et les délégués, c'est des bénévoles en fait. Alors que les chiens guides, c'est l'éducateur. C'est des professionnels. D'accord. À chaque fois. Donc il y a 2 éducateurs sur Nantes qui sont vraiment spécifiques pour ça. Oui, Marina et Thomas. Et puis eux aussi ils sont supervisés par, ils ont un directeur, un référent technique s'ils ont des questions pointues, parce que c'est quand même de l'éducation pointue, ils peuvent en référer à leur directeur technique aussi. Alors que les délégués ils sont bénévoles, c'est ça que tu disais? Délégués bénévoles. Et c'est eux qui font les séances d'éducation Alors ça dépend. Pendant longtemps sur Nantes c'était un éducateur. Donc nous on en a eu 2 parce que notre éducatrice est tombée enceinte pendant notre aventure handichien. Donc on a eu 2 éducateurs. Mais en général, à Nantes, c'était traditionnellement un éducateur. Maintenant, ça fait un peu loin pour eux, Nantes-Saint-Brandant en Bretagne. Et du coup, c'est ça. Donc, elle faisait 2h30 tous les jours pour venir. Enfin, tous les jeudis. Juste pour dire sur le fait que tout le monde peut être bénévole, on avait une étudiante veto qui était responsable d'un groupe à j'allais en C'est Marie.
Et donc du coup maintenant c'est une déléguée qui s'appelle Chantal qui fait le groupe cette année. Et on a une étudiante, comme disait Maxence, donc Amandine Vernet, qui a eu plusieurs chiens, enfin qui a eu un chien et après qui a fait beaucoup de relais, qui a géré beaucoup de problèmes sur d'autres chiens, qui elle a fait la formation déléguée et qui a encadré un groupe, donc qui est le groupe de Camille et Paella, qui était le dernier groupe d'Andy-Chiens sur Nantes. Vous les avez peut-être croisés à l'école récemment, ils étaient en vacances. Rio et Paella. Et du coup, voilà, maintenant elle est repartie à Parthenay, ouais, et puis elle monte son propre groupe là-bas. Vous nous disiez tout à l'heure, Marie et Christine, que vous alliez bientôt changer de chien. Vous appréhendez ça comment? C'est pas forcément évident parce que c'est... Vous tout à zéro. Hein. Ouais. Bah oui, c'est... Même si, bon, moi j'ai eu la chance de l'avoir un week-end en chien de compagnie pour voir un petit peu comment ça se passait, j'ai vu un peu comment il était, mais bon, évidemment, quand je vais l'avoir en chien guide, on reprend tout à zéro. C'est-à-dire que, bon, ça sera un chien guide, bien sûr, mais il faut que je me réhabitue à ses manières de faire, que, bon, bah, les ordres, il les a appris, moi aussi, puisque, bon, bah, c'est mon 4e chien, donc... Je connais, mais bon... c'est ça l'avantage de groupe de secondes, c'est ça l'avantage justement d'avoir un éducateur, c'est qu'on a tous les mêmes ordres. Au sein de Chien Guide, on a tous les ordres communs, donc quand on change de chien, les chiens savent les mêmes choses. Oui. C'est ça. Puis c'est... Bien sûr. Mais enfin, c'est vrai que là, j'ai pas eu l'occasion, j'ai eu l'occasion de faire un parcours avec lui en tant que chien guide, mais j'avais l'éducatrice avec moi. Ça s'est très très bien passé, mais je savais, j'avais quand même, je me sentais en sécurité avec l'éducatrice qui était à côté de moi et que si le chien faisait pas quelque chose qui... Bon, il était en cours d'éducation, donc je savais qu'il n'était pas parfait. D'abord, il sera jamais parfait, puis j'y tiens pas non plus parce que c'est un chien, ça reste un chien. Et je vois pas l'intérêt d'avoir un robot à côté de moi. Moi, je veux un chien. Hein, mais bon, il est le mieux qu'il puisse être. Mais c'est vrai qu'on repart à zéro avec un nouveau chien. Tout en sachant que je connais bien le chien guide, puisque ça va être le 4e. Donc là, je connais bien le chien guide quand même. Ça, je ne suis pas parfaite moi non plus. Tout va s'en faut. Marie, c'est comment pour vous? Nous, on doit faire un stage d'1 semaine pour le renouvellement parce que nous les méthodes à chien des fois ça change et là ça a encore changé et de toute façon ils font systématiquement un stage. Là on passe, donc on va 1 semaine au centre pour apprendre à vivre avec nos nouveaux chiens parce que nous la différence des chiens guides, moi je l'ai pas eu en essai pendant un week-end, elle est venue 2 heures, 2-3 heures me présenter la chienne et c'est tout, donc du coup je l'ai vu. Et après, l'avantage, c'est que c'est mon éducatrice qui a fait les 2 premiers, donc elle me connaît parfaitement et c'est ce que j'attends de mon chien, mes besoins, on en a discuté, mais ça fonctionne pas pareil que les chiens. Si, on a un stage nous aussi. Le renouvellement à chaque fois? Oui. Stage d'une semaine. On a une semaine à l'école et une semaine à domicile aussi pour revoir les trajets habituels qu'on va avoir à faire. Donc c'est pareil, hein, on a un stage aussi là. Nous, on n'a pas la semaine à domicile, par contre, on doit, quand on rentre, la première semaine, je crois qu'on doit les appeler 3 fois pour savoir comment ça se passe, si on a des problèmes ou pas. Et après, ils viennent à notre domicile 3 mois après. Si on a un souci avant, ils viennent avant. Donc, du coup, comme quoi, c'est très suivi. Sans les chiens restent la propriété de l'association pendant qu'ils sont en service. Donc ils sont quand même eux responsables, donc ils assurent un suivi. Je sais pas comment ils font pour vous, les chiens guides. Pareil. Vous avez un suivi quoi annuel tous les mois? Au bout de 2 mois, 6 mois et 1 an. Ok, et ensuite? Ensuite, on signe un contrat avec eux, comme quoi on est tenu de respecter tout ce qui nous a été demandé lors de la remise du chien. D'accord. Mais le chien reste la propriété de... Et l'ancien chien, du coup, qu'est-ce qu'il en est ensuite? Vous pouvez le garder? Vous devez le rendre? On peut les garder, non. On n'est pas... Enfin, pour les chiens guides, toujours... Si on a la possibilité, on peut le garder, ce que je vais faire d'ailleurs. Sinon, on peut soit essayer de trouver une famille qu'on connaît, c'est-à-dire dans notre propre famille, ou chez des amis à qui on peut confier le chien, mais on doit le lire à l'école.
ou soit, si vraiment on n'a pas de possibilité, l'école cherche de son côté des familles qui ont envie d'avoir un chien à la retraite. Et c'est souvent priorité à la famille d'accueil du Voilà. même chien, du coup. Ils peuvent te recontacter 10 ans après en te disant t'as le chien, ça te dit de le récupérer. Ouais, non, mais en vrai, c'est trop drôle, ça peut être intéressant. Nous, c'est pareil. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à Amandine. Donc, Mouchou a été remis à une bénéficiaire et réformé, je crois, 2 ou 3 ans après. Et du coup, ils lui ont proposé de l'adopter et elle l'a récupéré parce que quand c'est des délais courts comme ça, ils essaient de remettre le chien à quelqu'un d'autre. Mais là, il y avait quelques problèmes et donc ils ont préféré totalement réformer et mettre à la retraite. Il a des problèmes. Et après, à 5 ans, ça veut dire qu'on l'a moins longtemps aussi. Oui, c'est ça. En activité, et voilà, c'est aussi... Oui, mais tu vois, il aurait pu compliqué, aller en accompagnement social ou dans des structures comme ça. Mais il avait des problèmes d'atopie, oui, donc ils ont préféré le mettre à la retraite. Et Amandine l'a récupéré. Ok, trop rigolo. Et nous, il y a des statuts ambassadeurs chez les chiens. Où c'est des chiens qui réformés mais qui représentent l'association. Avec qui ils ont la cape et maintenant il y a un truc ambassadeur dessus. C'est sympa, c'est aussi une partie du travail de l'asso, c'est de faire de la sensibilisation. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui savent pas les droits des chiens dans les lieux publics. Même encore à Nantes, il y a Nel, elle a vraiment des soucis. Je pense que pour les handi-chiens, c'est encore pire que pour les chiens guides. Parce que chien guide, ça fait quand même plus longtemps que ça a été mis en place. Plus associations. C'est plus reconnu, en tout cas par le grand public. Enfin, nous, ça nous arrive tout le temps. Ça nous arrivait tout le temps quand on se baladait avec les handi-chiens, qu'on nous dise c'est un chien guide, etc. Et c'est la première chose qu'on dit. Les gens connaissent pas forcément les chiens d'assistance. C'est vrai. Et quand on leur explique non, c'est un handi-chien pour les personnes handicapées, ils disent du coup le chien il sert à quoi? Enfin, ils voient pas à quoi il peut servir. Après ils te regardent et disent mais t'es pas handicapé? Alors déjà comment tu le sais? Non, et après moi quand je fais des réservations que j'ai besoin d'aller dans du public, je précise toujours même moi que chien guide d'aveugle. Parce que ça passe mieux parce qu'en chien c'est pas trop connu. Donc pourtant on a plus de 30 ans d'existence. Ça commence à être le cas dans les grosses boîtes. Moi j'avais eu des affaires à des managers qui sont allés direct. J'avais été arrêté une fois par un vigile de la FNAC et c'est le manager qui est sorti de son bureau limite en courant. Il peut passer quoi. Allez-y, pas de problème. Et puis pareil, c'est connu ça. Ouais, mais le vigile il est peut-être pas fourmi là-dessus. Et pareil, Sophie, t'avais dû voyager en avion et Air France, ils avaient été super arrangés. Ouais, c'était à Austral, ouais, mais. Austral, peut-être. Du coup, j'étais. Ça dépend, parce que moi je suis rentrée une fois chez. C'était à l'époque, c'était avec ma première chienne, donc ça a changé récemment. Et j'ai été rentrée chez Decathlon avec mon chien guide, et le vigile m'avait dit non, vous pouvez pas rentrer avec ce chien. Je dis mais attendez, c'est un chien guide. Il m'a dit même cette race-là, on n'en veut pas. La race des chiens guides. Il y a encore beaucoup de problèmes d'accessibilité, rien que moi quand je rentre chez mes parents, parce que là-bas il n'y a pas d'association justement. Systématiquement, à chaque fois que je rentre même à un carrefour, on me demande un justificatif. Après, ils me laissent rentrer, mais il y a des boulangeries, par exemple, il faut vraiment expliquer de A à Z que légalement on a le droit d'entrer avec le chien. Et je sais que Marion, qui est à l'école avec Snoopy, qui est un berger allemand également en formation, le fait que ce soit un berger allemand, il est très impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui lui disent non, vous rentrez pas avec votre chien. Les gens sont habitués au labrador, au golden, mais même un berger allemand avec une cape, elle a beaucoup de réflexion parce que c'est un chien qui est impressionnant et qui est peu commun pour le coup comme chien d'assistance. Même ma chienne que j'avais, la troisième que j'ai eue, la deuxième pardon, c'était une chienne noire, elle passait beaucoup plus difficilement. Alors celui que je vais avoir, c'est un grand chien qui fait 2 fois celle-ci peut-être, puis qui est noir, je sais pas, ça va peut-être moins bien passer. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il n'y a pas que des labradors en fait qui font. Tu avais eu aussi, il me semble. J'avais eu un caniche il y a 6 mois. Ils essayent un petit peu. En fait, c'est intéressant comme race parce qu'ils perdent pas leur poil. Donc, quand on a des gens allergiques. Ça, c'est vrai. Et en plus de ça, alors c'est des chiens qui sont assez sensibles, Camille Baudin pour en témoigner. Le problème, c'est que c'est des chiens qui sont beaucoup plus sensibles, moins posés que les labradors et les golden. Donc, c'est très intéressant de travailler avec eux parce qu'ils sont très intelligents, mais ils ont tendance des fois un peu trop réfléchir et un peu trop avoir peur d'un truc qui est pas forcément effrayant, mais juste ils y réfléchissent trop et ils y pensent et puis voilà, ils paniquent beaucoup. Donc, c'était des chiens intéressants, mais c'est encore un peu compliqué. C'est en train de se mettre en place, mais ils n'arrivent pas encore à faire des trucs. Il y a aussi des bergers australiens, non? Non, il n'y a pas de bergers. Il y a des bergers allemands et pas australiens. Australien, ils font plus. Je crois pas. Parce que le problème du berger australien, c'est un très bon chien guide, mais il y a un inconvénient,
c'est que c'est un chien qui a besoin de beaucoup de détente. Ouais, faut qu'il court Et donc, ils ne peuvent pas le remettre à n'importe quelle personne. Par exemple, des gens qui travaillent et puis qui ne peuvent pas le sortir, qui n'ont pas trop le temps de les sortir, ça pose des problèmes. Il faut vraiment les donner à des gens qui ont beaucoup de temps et qui peuvent les sortir et les lâcher, les détendre. C'est ça le problème. C'est l'avantage des retrievers, c'est que c'est des chiens qui ont un format sympa, ils font pas peur mais ils sont pas ridicules, ils sont assez posés, mais c'est quand même des chiens intelligents qui aiment travailler, qui n'ont pas trop de soucis. Donc c'est pour ça que c'est la majorité. Ils essayent, il y en a un à l'école. Oui, il y a un labrador. Je sais pas ce que ça donne, mais ils essayent. C'est intéressant. Je pensais que c'était bien. C'est caniche labrador. C'est un labrador du coup avec le poil allergénique en gros. Ouais. Parce que nous, le problème des handichiens, c'est que ça perd sa poil, quoi. Ouais. Nous, les chiens aussi, ils parlent leur poil tout pareil. Oh, alors, la mienne, quand je vais partir, vous allez le savoir, ça. Donc, ouais, mais c'est vrai que moi, je suis pas très caniche, alors tant pis pour moi. Ils ont un peu de mal. En plus, comme souvent, c'est les écoles, enfin les associations qui font la sélection de leurs chiens. Ils essaient de garder leur lignée, de les développer, de garder les chiens qui les intéressent pour leur repos, etc. Donc il y a un effort aussi qui est fait en amont, surtout pour les caniches. J'ai entendu qu'ils essayaient de faire des portées à peu près stables et tout. Mais ils ont encore un peu de problème avec ça. La grosse différence entre le chien guide d'aveugle et un handicien, c'est que nous, on n'a pas. Un handicien n'a pas d'élevage. Voilà. Chien guide, on leur maison du chiot. Ils ont le CCK aussi qui est à Paris, qui est plus général. Et à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, peut-être. Rivers vient du CCK. Il n'est pas né à Angers, il est né à la maison du chiot, au CZK justement, qui est un élevage à Clermont-Ferrand. Il y a 300 naissances, il me semble, par an pour tous les chiens guides de France. Et en plus, Angers a un petit élevage à la maison du chiot où là il y a beaucoup moins de naissances. C'est récent. Oui, c'est assez récent. Mais la majorité du coup des chiens guides viennent de Clermont-Ferrand. Le zoo, pareil. D'accord. Et d'ailleurs, ça arrive aussi que des handichiens viennent du CZK. Quand ils en ont trop. Le Covid, là, je crois qu'ils avaient un peu eu du mal à placer des chiens. Donc il y a des handichiens là qui viennent du CZK. Je crois qu'il y a un pourcentage de. Ouais, pas il y a un pourcentage, je crois, du CCK qui va pour handichiens. Ouais. Enfin, c'est des écoles c'est des associations qui discutent entre elles en tout cas de toute façon, c'est pas opaque entre elles. Et sinon les autres chiens ils viennent d'où d'handichiens? Dans des élevages divers. Okay. C'est des élevages qui en général ont des partenariats avec handichiens, donc ils mettent des chiots de côté dans la portée. Et un éducateur vient tester en fait. C'est ça, il y a une personne qui s'appelle Clémence, c'est ça? Oui, c'est la testeuse nationale. Parce qu'en fait à 2 mois du coup ils se déplacent dans les élevages avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Et ils font des petits tests sur les chiots. Donc ça va être voir comment il réagit quand tu fais tomber tes clés, ou s'il va vers l'homme, ou comment il réagit au toucher, etc. Et du coup pour voir si, a priori, ce serait un chien qui aurait un bon profil anti-chien. D'accord. Donc ils font ça, et puis les éleveurs laissent choisir les chiots dans la portée qui ont le plus le profil anti-chien. Et je pense qu'ils les font moins cher aussi pour anti-chien. Et je crois que quand il y a une réforme de santé, je crois qu'ils remboursent ou ils offrent un autre chien d'une autre portée. Comme c'est des chiens de travail. Ce qui est assez fréquent, les réformes d'ailleurs. Ouais, on peut peut-être parler des réformes. Notamment, parce que nous on connaît au niveau de l'école, on entend tout le temps parler des dysplasies, donc ça on connaît ce type de réforme. Je suppose qu'il y en a plein d'autres. À 6 mois, il y a 1 an, déjà il y a test, en tout cas pour chien guide, test de hanche un peu plus tard, et de coude, pour voir justement s'ils ont des problèmes qui les prédisposent plus tard. Comme c'est des chiens qui vont beaucoup plus marcher que la moyenne s'ils ont déjà des dysplasies quand ils sont jeunes, c'est réforme tout de suite. Ils peuvent être réformés à 1 an s'ils ont des mauvais résultats de dysplasie. Alors il y a eu 2 cas assez récents sur Angers, des problèmes de cataracte. Oui, ils font aussi des tests ophtalmo. Alors avec si le chien a une cataracte et que vous le remettez à une personne aveugle, ça craint. C'est plus compliqué. C'est vrai qu'on entend surtout parler de la dysplasie parce que c'est ce qu'on teste et c'est ce qui arrive le plus fréquemment. C'est facile à expliquer aussi. C'est plus facile à expliquer. Et puis après, le chien peut être réformé pour plein d'autres problèmes de santé. Globalement, tout ce qui handicaperait le chien et qui ferait que du coup, pour une personne en situation de handicap, il serait pas. Oui, mais alors ça, du coup, c'est plutôt comportement. Donc on distingue vraiment la réforme comportement et la réforme santé. Parce qu'un chien qui est phobique, qui a peur des véhicules qui passent sur la route, ou d'un autre chien, tout bêtement, c'est arrivé, ça, un éducateur c'était du côté de Pont-Scorff, et le chien était à 8 jours de sa remise à une personne aveugle,
Et l'éducateur est passé sur un trottoir, il y a un chien qui était dans une propriété qui a sauté sur le portail, mais qui a sauté réellement, qui était prêt à passer par-dessus, et le chien guide a eu peur et il a voulu se sauver sur la route. Bon, l'éducateur s'est dit que c'était occasionnel, quoi. Mais c'est qu'après, à chaque fois qu'il y avait un chien que le chien guide croisait, le chien guide, il partait, il n'y a pas eu moyen de le reprendre en main et de lui faire comprendre que non. C'était occasionnel. Il a été obligé de le réformer, mais c'était quand même dommage, c'était un chien qui était prêt à être mis, mais tant pis, ils ont été obligés de le réformer. Après, dans ces cas-là, quand ils peuvent, ils essaient de le placer dans des... Moi, ça avait été le cas, par Praga, elle avait été réformée pour des problèmes aussi comportement... Enfin, je ne me sentais pas à l'aise en fait de devoir être responsable, parce que quand on est chien guide, c'est un peu la responsabilité qui tombe dessus. Oui. Et en fait, ils ont essayé de valoriser quand même tout le travail qui avait été fait en amont avec son éducation, parce qu'ils ont quand même investi beaucoup de ressources, parce que j'étais réformé 1 an et demi, donc c'est les 3/4 des frais qui sont rentrés. Même d'un point de vue financier, c'est intéressant. Donc là, ils essayent de les placer dans des associations un peu comme ce que fait Handichien en fait, de l'éveil pour les enfants autistes ou médiation pour des EHPAD. Donc ils essaient quand même un maximum, quand c'est possible, quand ils voient qu'il y a moyen, c'est de pas tout perdre. Et voilà. Mais bon, les réformes, quand on nous présente le circuit, on nous dit quand même que c'est 50%. Quoi. Quand le chien, entre le moment où le chien il arrive à 2 mois et le moment où il est remis, il y a 50% de chances qu'il soit réformé. Ce qui est beaucoup. C'est énorme. On a vu le prix surtout de la formation. Des fois, il y a des réformes qui arrivent plus tard. Moi, mon premier chien, en fait, il est passé au travers des filets. Donc du coup, je l'ai pendant 6 mois, je me suis accrochée. Et en fait, il a fini par être réformé parce qu'il avait un problème de comportemental qu'ils n'avaient pas décelé, parce qu'il n'avait pas été remis en fait. Et du coup, il m'embarquait. Mais je pense que c'était mon premier chien. J'ai pas dû non plus me faire ce qu'il fallait non plus. Donc du coup, il a été réformé. Après, ça reste du vivant, donc... malheureusement, ça arrive quoi. On n'est pas prêt quand ça arrive. Alice, tu peux peut-être en parler aussi parce que tu l'as vécu. Oui, du coup, c'est pas quelque chose de facile en tant que famille d'accueil, la réforme, parce que c'est de la déception sur le coup. Parce que du coup, comme disait Sélénie, on y passe beaucoup de temps. Du coup, on espère quand même que le chien soit remis, quoi, c'est le but. Donc, c'est des sacrifices dès tout petit, toute notre vie tourne autour du chien. Et du coup, quand ça arrive, même encore maintenant, ça me... c'est difficile, alors que pourtant, je pensais que c'était passé, mais toujours difficile. Et surtout quand on prend les choses à cœur, comme moi. Mais c'est pas grave. Et du coup, il y a plein de choses qui arrivent à ce moment-là, beaucoup de culpabilité, sur le coup, de se dire peut-être que j'ai mal fait des choses. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que c'était important, Maxence, que tu rappelles que c'est 50%, que c'est justement ce côté de culpabilité. Et que ça reste un être vivant normal. Après, c'est une grosse déception et forcément, t'es dégoûté quoi, de tout le travail que t'as fait pour l'objectif n'est pas atteint. Après, à moins de vraiment avoir fait n'importe quoi, ce qui est le cas de personne ici. C'est-à-dire que c'est jamais notre faute, quoi. C'est dur de ne pas le prendre personnellement parce que c'est nous qui avons élevé le chien jusqu'à ses 1 an, concrètement, 1 an et demi même. Mais ça reste des chiens, des chiens beaucoup mieux que la plupart des chiens qu'on croise dans la rue. Ils sont stables, on peut les emmener quasiment partout. Il y a quand même le sentiment d'échec. Même quand ça arrive chez des chiens, on s'en fout pas, on dit mais qu'est-ce qu'on a loupé. Et après, même dans le cas de Paz, Paz et Papote étaient dans le même groupe Handichien, donc elles ont grandi ensemble. Et on a toujours su que c'était un peu plus compliqué pour Paz, et Alice, elle a toujours travaillé beaucoup plus que nous pour Handichien, pour essayer de pallier ce comportement instinctif qu'elle avait. Et du coup, c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que c'est pas forcément les gens qui mettent le plus dedans qui sont récompensés comme il faut. De toute façon, après, l'association, en tout cas pour mon cas, m'ont beaucoup suivi, même après. Déjà, ils m'ont proposé de l'adopter, alors que normalement, quand c'est des réformes de comportement, la famille d'accueil n'a pas le droit d'adopter. Donc moi, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, il ne faut pas que tu le culpabilises, on sait que c'est pas de ta faute. C'est juste sa personnalité, quoi. Et puis, si on prévient l'association qu'il y a un souci, et qu'eux, ils n'arrivent pas non plus à le résoudre, c'est qu'il y a vraiment un souci. C'est vrai que, du coup, en général, quand le chien est réformé pour comportement, on ne propose pas à la famille d'accueil d'adopter. Parce qu'en fait, ils ont peur que ça mette... que même sans le savoir, inconsciemment, la famille d'accueil s'occupe pas trop de certains vices
en se disant bah je vais garder le chien, parce que c'est vrai qu'au bout d'1 an et demi on est quand même très attaché au chien, et ça c'est une relation qui est très forte. Il y a une différence entre les chiens guides et les handichiens, c'est-à-dire que la famille d'accueil handichien va faire des rotations, ce qui n'est pas le cas des chiens guides en fait. Nous, ils font des rotations toutes les 3 semaines, c'est ça? Après, ça dépend. Ça peut être 2, 3 ou 4 semaines. Moi, par exemple, j'ai eu Paz pendant 1 mois à la maison l'année dernière. Et du coup, on fait des rotations pour s'habituer, habituer le chien à quelqu'un d'autre. Nous, s'habituer à être séparés du chien. Et c'est toujours des moments qui sont plein d'apprentissage et de... Ouais, ça, t'as toujours des perspectives différentes sur comment faire tel truc. Souvent, en fait, qui changent, souvent, il y a des problèmes qu'ont les chiens qui sont débloqués dans d'autres familles d'accueil, avec d'autres manières de faire, etc. Oui, donc ça, c'est très intéressant aussi. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait chez les chiens. L'éducation des chiots. On le fait on place des fois les chiens dans des familles qu'on appelle des familles relais, qui sont là, qui sont disponibles si on a besoin sur un week-end, une semaine de partir, soit en vacances ou autre. Mais on fait pas des vrais relais avec d'autres familles d'accueil et il n'y a pas de travail derrière, quoi. Et nous, pendant les rotations, on a tout un peu un objectif. On nous dit, bon, bah, on doit te donner ce chien-là, son problème c'est ça, essaie toi de travailler dessus. Et pareil, tous les chiens ont des problèmes, de toute façon, ils sont pas parfaits. Et donc, quand on donne ton chien à quelqu'un d'autre, des fois il revient et puis il a plus de problème, donc c'est super. Moi, par exemple, Sophie avait réussi à débloquer la commande à bois. Que ça faisait 1 mois que j'y arrivais pas avec Paz et voilà. Donc une perspective différente, quoi. Une façon de faire. Et c'est aussi pour lutter contre l'hyperattachement du chien à sa famille d'accueil, parce que nous, même chez les chiens guides, ils sont emmenés à changer de maître. Nous, ils changent 3 fois de maître. Donc Gaza, ça a 4 fois. Parce qu'elle a eu 2 familles d'accueil. Et du coup, si un chien est hyper attaché à une personne, après il peut plus être en vie, quoi. C'est vrai que par exemple, Papote, ça lui a fait beaucoup de bien parce que la 2e rotation qu'on a faite, donc quand moi j'ai eu Paz, elle était dans une autre famille et on a fait un cours handi-chien entre les deux. Et on voyait que pour Papote c'était très difficile, qu'elle a aboyé pendant tout le cours. Parce qu'elle me voyait en fait pendant le cours et moi j'étais avec un autre chien. Et que d'habitude elle était plutôt forte pendant les cours, elle arrivait bien à faire les commandes et tout. Et là elle était incontrôlable parce que c'était très difficile pour elle d'être séparée, de me voir à distance. Et donc je pense que le fait d'avoir fait cette rotation, ça lui a quand même fait du bien par rapport à ça. Et ça a sûrement aidé pour la suite au centre et puis maintenant avec Théo. Et il y a une grande différence aussi, tu parlais de l'eau. Les chiens guides n'ont pas droit à l'eau. Si. Non. Alors c'est plus pendant l'éducation. Pendant l'éducation, ils n'ont pas le droit. C'est un des problèmes de Rivers, par exemple. Il aime bien se baigner. Elle disait qu'elle la laissait, parce que justement, l'autre jour, je suis allée en détente, et puis là où je vais en détente, il y a un petit ruisseau. Et puis Esseline m'a dit, mais vous pouvez le laisser aller à l'eau, il aime bien. Je dis, moi j'aime moins, parce que quand on rentre à la maison, Parce que normalement, les chiens guides, moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est que normalement, ils vont pas avoir de l'eau. C'est après, la personne avec qui décide si oui ou non. En fait, oui, c'est ça. En famille d'accueil, on évite de donner l'habitude aux chiens et le goût de l'eau. Surtout c'est des chiens d'eau, quoi, donc ils adorent ça. Si tout petits, on leur donne l'habitude, forcément, dès qu'ils vont voir une rivière ou même une flaque, ils vont patauger dedans. Donc nous, on évite au maximum, et après, c'est aux bénéficiaires de décider si ça le dérange ou pas. Alors même pas en plus, parce que quand j'étais allé voir Praga, qui était déjà en école, je fais une petite rencontre avec son éducatrice, voir comment ça se passait. Et en fait, dès le moment où elles sont en école, où ils rentrent au centre, ils essaient de structurer ils laissent le chien aller à l'eau si le chien en a envie, et ils essaient de structurer un peu. C'est juste qu'ils attendent en gros un an et 3 mois, éviter que le chien soit impulsif, quoi. C'est une fois qu'ils savent que le chien il a 1 an, 1 an et demi, qu'il écoute les commandes, là ils l'envoient à l'eau et puis ça se passe très bien. Mais en fait je pense que on se dit c'est des races d'eau, je suis d'accord. Sauf que pour les bénéficiaires, ça peut être archi compliqué. Puis en plus, nous, on est amené à aller partout. Donc si on ramène un chat trempé dans les bus, c'est pas terrible. C'est ça le problème. C'est ça, moi j'ai vu la première que j'avais, c'était pareil, on allait se balader, puis des fois on reprenait le tram en revenant. Alors j'essayais de monter le plus loin derrière parce que je me disais je me perdais. Parce qu'en plus elle était blanche, presque blanche, et elle revenait presque noire. Du coup, le dernier petit point qu'on voulait aborder, c'est pour être un peu plus donner des informations sur les associations, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider ces assos.
Donc si après le podcast vous souhaitez aider les associations, de toute façon on est un monde vétérinaire donc tout le monde connaît un peu en tout cas ces deux assos. Il y a plusieurs façons de le faire. Déjà on peut faire un don directement sur leur site internet. C'est déductible d'impôt parce que ça reste une asso donc c'est selon la loi. Et encore une fois c'est la seule source de revenus quoi. Voilà. Il fonctionne que à ça. Donc c'est vraiment super important encore une fois au vu du prix. Divisez votre don en deux pour les deux assos. Ne créez pas de guerre. Pas de choix. Si je dis pas de bêtises aussi on peut acheter donc des produits dérivés sur leur site. C'est ça. Ouais. Le calendrier. C'est ça. Des porte-clés, des stylos. Des mugs, des... Donc ouais, plein de des serviettes, plein de petits goodies. Et enfin, en dehors de l'aspect financier, on peut aussi devenir famille d'accueil, famille relais, et surtout n'hésitez pas à parler. Parce que famille d'accueil, si y a des gens qui sont pas forcément à fond sur deux, etc., ils peuvent commencer par faire famille relais, parce que ça permet d'avoir un premier contact. Chez Anti-Chien, ça marche pas comme ça, mais chez Anti-Chien, il faut être famille d'accueil avant de faire famille relais. Moi, j'ai eu chien directement en famille d'accueil, mais je sais qu'il y en a qui avaient eu des chiens famille relais, et c'est pas forcément plus mal, parce que comme ça, tu peux voir, t'as un chien qui a déjà grandi, qui a déjà ses défauts, mais aussi ses qualités. Et en plus, tu vois un peu mieux comment, vers quoi il faut tirer, quoi, vers où on va. Et je sais que ça en a aidé certaines, elles avaient eu des chiens relais avant, et donc elles ont pu mieux anticiper, une fois qu'elles ont été familles d'accueil, les problèmes qui pouvaient apparaître. Donc tu les détectes plus tôt, tu les résous mieux. Ils visualisaient mieux aussi où est-ce qu'il fallait en être à tel point de la formation, etc. Donc ça peut être intéressant. Tu peux juste préciser c'est quoi exactement famille relais Famille relais, en fait, c'est si une famille d'accueil, donc quelqu'un qui a le chien normalement de ses 2 mois à ses 12 mois, a besoin de le placer pour x ou y raison, parce que je sais pas, ils vont aux Caraïbes une semaine, voilà, ou autre raison. Ça peut être aux zoos aussi, si vous allez aux zoos. Les stages. Ils évitent les zoos, etc. Bref, donc dans ce cas-là, la famille d'accueil contacte son éducateur et leur dit j'ai besoin d'un relais de temps en temps, puis lui il s'occupe de trouver. D'accord. Et ça engage à pas grand-chose, puisque ça dure soit un week-end, soit une semaine, soit 2, mais rarement plus. Et puis ça permet d'avoir un chien qui a déjà des bases, qui est normalement propre, parce que vraiment c'est la base de la base. Il y a peut-être d'autres problèmes, mais bon, il n'y a pas trop d'embrouille à part ça. Donc voilà, ça peut être C'est comme ça que j'ai commencé l'aventure chien guide, moi. Ok. Parce qu'il n'y avait pas de chiot qui était disponible avant. Du coup, je me suis inscrite en septembre. Enfin, j'étais prête en fait sur la liste en septembre. Et il n'y avait pas de chien. Donc j'ai eu Rivers en février. Il n'y avait pas de chien avant, de chiot disponible. Donc j'ai commencé par un relais de 2 semaines sur une femelle berger allemand qui avait 7 mois. Parce que la famille avait un problème de santé, je crois. Et ensuite, j'ai eu Piper, du coup, un berger allemand pendant 3 mois. Ce qui devait être changer de famille parce que ça se passait mal. Et donc, du coup, c'était un chien qui avait 8 mois, je crois. Et du coup, je l'ai eu pendant 3 mois avant d'avoir Rivers. Et pareil, ça fait une expérience et on apprend les ordres en fait avec des chiens qui les connaissent déjà et qui doivent les revoir. Et ça dépanne beaucoup parce que des fois les éducateurs sont en panique pour trouver 10 jours un relais, etc. Les changer en urgence parce que ça se passe mal. Et après, si on est chiens, faut pas hésiter à les contacter, ils donnent tous les renseignements auprès du centre. Oui, voilà, on mettra de toute façon un moyen de les contacter, leur site internet. Les poulots, voilà, s'ils se posent des questions, s'ils ont envie de savoir un peu comment ça se passe. Une sorte de mini-conf qui va être faite, j'imagine, non ? Je sais que Chien Guide, ils ont trop de demandes. Du coup, fais pas de présentation. C'est pas possible pour Chien Guide. Alors, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir quand il va y avoir un chien, pas caresser le chien, mais de venir nous parler. Oui. On fera plaisir de les renseigner. Depuis 2 ans, là, c'est un peu bouché. Il y a beaucoup de demandes. Il n'y a pas assez de chiens en fait. Et chez Anti-Chien, c'est des promos, donc c'est tous les 1 an et demi. Donc, ça vient juste de commencer. Donc. Avec le problème qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu des écoles, l'école Les Chiens Guides d'Angers est obligée de fermer pendant 6 mois. Là. Après, ils auraient ouvert et puis ils auraient travaillé différemment. Mais les éducateurs ne pouvaient pas faire les formations comme ils voulaient. Donc c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de retard aussi pour avoir des chiens parce que les chiens étaient pas... L'éducation des chiens n'était pas terminée. Ça traînait un peu quand même. Là, a priori, les poulots qui ont demandé à mon éducateur pour avoir un chien, c'est pas avant 1 an. Donc il m'a dit que c'était compliqué. Après, ça se fait, tu vois. C'est-à-dire que quand tu demandes ça au début de poulot jusqu'à décembre ou janvier, faut pas qu'il y ait même si tu as 1 an d'attente, tu te retrouves en 2A, et en V3, pardon. Tu te retrouves en V3 et tu as encore une année, ou voire une année suivante encore, pour l'avoir, quoi. C'est gérable jusqu'en début de V4. Parce que là, on va conserver les cliniques et je sais que toi, tu es un peu en galère des fois pour placer le chien pour les cliniques, etc. Mais tant que ça va pas plus loin que décembre de V4, si on s'y prend suffisamment tôt, c'est gérable, quoi. Là, en V4, on a des matinées entières de clinique.
Là, c'est vrai que le chien est grand, il est autonome, je pourrais le laisser tout seul. En général, Ouais, je c'est le ça. place chez des personnes qui peuvent m'aider. Mais je pourrais le laisser tout seul. C'est-à-dire que Avoir un si on chiot, s'y c'est un prend peu tôt, plus compliqué, mais ouais. c'est faisable. Si on s'y prend tôt, Ma c'est pote faisable. quoi. Marielle, elle a éduqué jusqu'en 5. Ouais, c'est ça. oui, Ça c'est un arrive peu, aussi, ça dépend. C'était osé. Oui, Mais bah, elle a fini, hein. Amandine a fait ça aussi. Hein. Ouais, ben, c'est compliqué C'est à quand gérer. même pas facile. mais Hein. C'est un gros Ouais, investissement c'est ça. quand on arrive en dernière année. Parce que quand on a des gardes qui, en rentrant de la garde, faut sortir le chien, Ouais. Ouais. on prend plus autant de plaisir. Ça coûte rien de les contacter, en tout cas, les assos, et de se dire Oui, bien oui, sûr, au demander, pire, hein. ils vous diront bah, c'est Demander, pas tout encore ça. un bon temps de voix. Personnellement, je sais que je m'y étais pas pris très tôt. Au moins faire famille relais, tu dis que ça. Ouais, ou famille ça relais, ouais. dépend On peut, bien on peut et- se porter pour ouais, tout ça, porter Que chez disponible pour les famille chiens relais. Ouais, que chez les chiens guides. Ok. En tout cas, merci beaucoup vraiment à tous d'être venus. Ça nous Avec tenait plaisir. vraiment à cœur. Ça fait Avec vraiment plaisir. longtemps qu'on y pense. Et enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai vu beaucoup plus clair. Et donc j'espère que ça, voilà, ça va intéresser tous les gens qui nous écoutent. Encore merci Marie et comment dire, et Christine de vous être déplacées. C'est vrai, ça nous tenait vraiment à cœur de voir l'autre côté. C'est Et, avec plaisir. Hein. et voir, on vous l'a dit tout à l'heure, mais voir comment vous dites que ça vous a aidé. Je pense que voilà, surtout vous qui avez participé à ça. Ça fait toujours plaisir de voir un chien en exercice. Ouais, c'est super. Et vous verrez Gaza régulièrement à l'école parce qu'elle fait de la bagnole. Tous les Ah. mercredis, un mercredi sur 2. On la verra, c'est ça. À l'occasion de vous croiser. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Et puis on vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast. Et j'aimerais aussi, pendant que j'y pense, remercier Camille Piepers qui nous a beaucoup aidé à monter cet épisode. Elle est pas là aujourd'hui, donc voilà. Merci beaucoup, Cam Cam. T'as raison, le petit, j'avais oublié. Et voilà. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Salut. Salut. What do you do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. No, it's just your foolish pride.